Bonsoir chers compatriotes et bienvenue dans cette édition spéciale d'Inside News RDC. En ce dimanche, nous bouclons une semaine qui a cruellement mis en lumière le fossé qui se creuse entre les annonces officielles et la dure réalité vécue par le peuple congolais. Ce journal, le dernier de la semaine, a pour mission citoyenne de synthétiser les enjeux cruciaux auxquels nous faisons face. Car une information claire est le premier outil de la vigilance. Cette semaine, que ce soit face aux intempéries, sur le front économique ou dans l'est de notre pays, le constat est le même. Un décalage permanent entre les discours et les faits. C'est ce fil conducteur que nous suivrons ce soir. Nous ouvrirons ce journal avec deux dossiers majeurs qui interrogent la responsabilité de l'État. D'abord, la crise éducative qui frappe Beni et Kimpese, où des milliers d'enfants sont privés d'école à cause de bâtiments effondrés. Nous verrons que ce drame est moins une fatalité climatique qu'une faillite de la gouvernance. Ensuite, nous ferons le point sur la sécurité dans l'Est. Pendant que les diplomates se réunissent, nos soldats résistent sur le terrain face à un agresseur qui continue de se renforcer. Nous aborderons également les efforts de la Banque centrale pour défendre notre monnaie face à la spéculation, ainsi que les derniers développements de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais commençons par l'urgence absolue, l'avenir de nos enfants, aujourd'hui sacrifiés sur l'autel de la négligence. À Beni comme à Kimpese, l'école est fermée. Les faits sont révoltants. Depuis les 8 et 9 janvier, plus de 1500 élèves à Beni, dans le Nord Kivu, et à Kimpese, dans le Congo central, ne peuvent plus se rendre en classe. Leurs écoles n'ont pas été endommagées. Elles ont été anéanties par des pluies diluviennes, laissant des salles de classe à ciel ouvert et des avenirs en suspens. Pendant que des nations dotées de codes de construction robustes renforcent leurs infrastructures contre le changement climatique, la RDC voit ses écoles, l'avenir de nos enfants, emportés par les eaux. Cela révèle que notre catastrophe la plus immédiate est une catastrophe de gouvernance, pas seulement de météo. Face à ce désastre, les responsables locaux tirent la sonnette d'alarme. Jean-Paul Capitula, coordonnateur du service de la protection civile à Beni, qualifie la situation de catastrophique. À Kimpese, le sous-prophète de Songololo I, Emmanuel Biavanga Mbunga, avoue avoir les larmes aux yeux face à l'ampleur des dégâts. Ses appels à l'aide décrivent une impuissance totale sur le terrain. La réalité des chiffres est accablante. À Beni, les écoles primaires Kilewe et Mbene ont vu 8 salles de classe, un bureau et 10 toilettes perdre leur toiture. À Kimpese, ce sont 12 établissements qui sont touchés, dont les instituts Vuzilandou et André Wameso. Le bilan n'est pas qu'éducatif, il est aussi humain. À Kimpese, environ 200 maisons ont été détruites, jetant des familles entières à la rue, sans abri. Cette absence de réponse est dénoncée par Sylvain Matutanga, coordonnateur de la société civile de Songololo. Il déplore que plus de 200 foyers soient abandonnés à leur triste sort. Ces mots soulignent un vide, celui d'une autorité publique qui semble dépassée, sinon absente, au moment où ses citoyens en ont le plus besoin. L'impact sur nos compatriotes est double. D'une part, c'est une génération d'enfants privés de leur droit fondamental à l'éducation, un droit pour lequel l'État est garant. D'autre part, ce sont des familles déjà précaires qui perdent le peu qu'elles possèdent et se retrouvent exposées aux intempéries sans la moindre assistance. Alors, deux questions s'imposent. Comment pouvons-nous accepter que chaque saison des pluies devienne une catastrophe annoncée pour nos enfants? Ce ne sont pas des fatalités. Ce sont les conséquences directes de permis de construire complaisants et d'une maintenance inexistante. À quoi sert un ministère de tutelle s'il ne peut garantir qu'une école soit un abri sûr et non un piège mortel? Au-delà des larmes et de l'aide d'urgence, quand l'État assumera-t-il enfin sa responsabilité en poursuivant les bâtisseurs de ces cercueils de briques? Cette impunité organisée pour les constructeurs véreux et les fonctionnaires corrompus n'est-elle pas la véritable fondation sur laquelle reposent ces drames à répétition? Cette fragilité de l'État, visible dans nos villes, est encore plus criante dans l'est de notre pays, où la protection des citoyens face à l'agression armée reste le défi suprême.
Le week-end a été marqué par une intense activité militaire sur le front de l'Est. Le samedi 10 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont vaillamment repoussé une attaque de la coalition M23 AFC à Katongo, dans le sud Kivu. Ce dimanche 11 janvier, des affrontements ont de nouveau éclaté entre les rebelles et les patriotes Wazalendo à Kazinga, dans le territoire de Masisi. Ces combats s'inscrivent dans un contexte de grande offensive diplomatique régionale. Pendant que nos soldats se battent, l'Angola tente d'établir des contacts informels en vue d'un dialogue. Et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, se réunit en Zambie. Tout cela sous le regard des puissances mondiales qui ont soutenu les accords de Doha et de Washington, dont on attend toujours les effets concrets. La justification officielle est celle de la fermeté. Le capitaine Sylvain Bidjanu, porte-parole de la 33e région militaire, affirme la détermination des FARDC à récupérer toutes les zones conquises. Depuis Livingstone, en Zambie, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiambita, hausse le ton et appelle à des actes concrets et non des déclarations sans suite. Pourtant, la réalité du terrain offre une image contrastée. D'un côté, la résilience de nos FARDC à Katongo est un signal fort. De l'autre, nos renseignements militaires observent l'ennemi se renforcer avec pas moins de 19 camions Fuso chargés d'hommes et de munitions. Les rebelles continuent d'attaquer tout en conditionnant leur participation à un éventuel dialogue à des garanties solides. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une stratégie bien connue. Le balai diplomatique sert d'écran de fumée, offrant l'illusion du progrès pendant que l'agresseur utilise ce temps précieux pour renforcer ses positions sur le terrain. La réunion de Livingstone devient alors un outil de distraction, pas de résolution. Pour les populations civiles, l'impact de ce double jeu est dévastateur. C'est la peur constante des attaques, les déplacements forcés qui se poursuivent et une incertitude totale quant à l'avenir. Les promesses de paix signées dans les capitales lointaines tardent cruellement à se transformer en sécurité réelle dans les villages du Kivu. Face à cela, deux questions fondamentales se posent. Quelle crédibilité peut avoir une diplomatie quand l'agresseur renforce ses positions au même instant? Ces pourparlers menés par l'Ouganda, sans sanction réelle contre le Rwanda, ne sont-ils pas un jeu de dupes destiné à nous endormir pendant que l'ennemi prépare sa prochaine offensive? Le ministre a raison, il faut des actes concrets, mais comment transformer cette exigence en réalité face à des partenaires régionaux qui nous poignardent dans le dos? Comment imposer la paix quand la solidarité affichée dans les sommets se traduit par une complicité active sur le terrain? Cette guerre qui n'en finit pas pèse lourdement sur notre économie nationale, un autre front où le gouvernement se bat au quotidien pour maintenir un semblant de stabilité. La Banque centrale du Congo, BCC, est de nouveau montée au front pour défendre notre monnaie. Elle a procédé à une vente de 50 millions de dollars américains aux banques commerciales le 8 janvier et a déjà annoncé une nouvelle opération identique pour ce lundi 12 janvier. L'objectif est clair, juguler les tensions sur le marché d'échange et stabiliser le franc congolais. Cette action s'inscrit dans un contexte mondial où toutes les banques centrales luttent contre l'inflation et la volatilité des monnaies. Cependant, le cas du Congo est aggravé par une économie fortement dollarisée et une défiance structurelle envers la monnaie nationale, qui rendent chaque intervention plus complexe et ses effets plus incertains. Dans son communiqué officiel, la BCC explique que ces opérations visent à satisfaire les besoins cycliques de liquidité après les fêtes de fin d'année. Elle pointe également du doigt des tensions sur le marché parallèle attribuables à des spéculations liées à des anticipations négatives de certains opérateurs. Le discours se veut rassurant, mais il reconnaît une réalité tenace. La réalité du terrain, justement, est que malgré un objectif affiché d'un taux de 2040 francs congolais pour $1, le segment parallèle reste sous pression.
Nous avons déjà connu cette situation. En août 2025, des interventions similaires avaient certes apprécié le franc, mais avec une conséquence paradoxale, une perte de pouvoir d'achat pour la population, car les prix sur les marchés, eux, n'avaient pas baissé. L'analyse indépendante de cette stratégie rappelle l'alerte lancée à l'époque par le Mouvement national des consommateurs qui avait dénoncé ce décalage entre le taux de change et les prix réels. De plus, l'appel récent du président de la République à la discipline budgétaire indique que le sommet de l'État est conscient qu'injecter des devises ne peut à lui seul résoudre le problème structurel. Pour le Congolais moyen, l'impact est direct et quotidien. C'est une incertitude permanente sur la valeur de son salaire et de ses économies. Cette instabilité du taux de change érode le pouvoir d'achat de manière insidieuse et rend la planification du budget familial quasiment impossible. Chaque jour, le panier de la ménagère est une nouvelle bataille. Cela nous amène à deux interrogations majeures. Injecter des millions est un pansement sur une hémorragie. Est-ce une stratégie durable? Tant que notre économie ne produit rien, tant que la confiance dans le franc congolais n'est pas restaurée par des réformes de fond, ne sommes-nous pas condamnés à vider nos réserves pour boucher des trous qui se reforment aussitôt? La BCC dénonce la spéculation. Mais mettons des noms sur ces mots. Qui sont ces opérateurs économiques? Et pourquoi l'État reste-t-il impuissant à neutraliser une poignée d'individus qui jouent avec le gagne-pain de 100 millions de Congolais? Pendant que la BCC tente de protéger la valeur globale de notre monnaie, un autre combat se joue à la primature pour garantir une rémunération minimale décente aux travailleurs. Une séance de travail cruciale se tiendra ce lundi 12 janvier à la primature. La première ministre, Judith Suminwa, rencontrera les syndicats pour discuter des modalités d'application du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, dont l'entrée en vigueur est prévue ce mois-ci. L'enjeu est de taille. Transformer un décret en une réalité tangible pour des millions de travailleurs. La fixation d'un salaire minimum est un outil de politique sociale universelle utilisé par tous les États pour protéger les plus vulnérables. Cependant, son application effective dans une économie comme la nôtre, caractérisée par un large secteur informel, constitue un défi immense qui teste la capacité réelle de l'État à faire respecter la loi sur l'ensemble de son territoire. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 9 janvier, la justification officielle de cette rencontre est de prendre en compte les préoccupations du monde du travail, afin d'assurer une application harmonieuse du décret. La Première ministre souhaite apaiser les esprits avant la convocation, plus formelle, du Conseil national du travail. La réalité du terrain, ce sont les chiffres. Le SMIC journalier est désormais fixé à 21 500 francs congolais. C'est une augmentation significative par rapport aux 14 500 francs de décembre 2024 et surtout par rapport aux 7 075 francs en vigueur depuis 2018 sous le gouvernement Tshibala. Cette revalorisation était nécessaire et attendue, mais elle arrive tardivement. L'analyse indépendante doit rappeler la position claire de l'exécutif sur ce dossier. C'est le président Félix Tshisekedi lui-même qui avait jugé le précédent SMIG insuffisant, appelant à un taux adapté pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais. Il avait insisté sur la nécessité pour le Conseil national du travail de garantir la dignité des travailleurs. La volonté politique a été affichée, reste à voir sa traduction dans les faits. L'impact citoyen est potentiellement énorme. Pour un manœuvre ordinaire, ce nouveau taux représente un salaire mensuel qui, sur le papier, améliore sa condition. Mais dans le contexte économique actuel, marqué par la volatilité du change et une inflation non maîtrisée, ce montant sera-t-il suffisant pour couvrir les besoins essentiels d'une famille? Deux questions se posent alors avec acuité. Ce SMIC revalorisé peut-il vraiment garantir la dignité promise par le chef de l'État face à l'inflation galopante? Et comment le gouvernement
s'assurera-t-il que ce décret soit plus qu'un bout de papier, en particulier loin de Kinshasa, là où la loi de l'État peine à s'imposer? Pourquoi attendre 6 mois jusqu'à la veille de l'application pour harmoniser? N'est-ce pas là une invitation délibérée aux tensions sociales que l'on prétend vouloir éviter? Si les défis socio-économiques et sécuritaires pèsent sur le moral de la nation, le sport, lui, continue d'offrir des moments d'évasion et de passion collective. La passion du football africain est à son comble. Ce mercredi 14 janvier, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 nous offriront des affiches explosives. Un choc des titans entre le Sénégal et l'Égypte et un duel de style entre le pays hôte, le Maroc, et le Nigeria. Les bookmakers donnent le Maroc et le Sénégal favoris, mais le Nigeria, avec la meilleure défense du tournoi, et l'Égypte, forte de son expérience, ont toutes les cartes en main pour déjouer les pronostics. Pendant que le continent vibre, une nouvelle venue de la Confédération africaine de football, CAF, vient jeter un froid glacial sur notre propre ferveur. En effet, la CAF vient d'annoncer la suspension de notre stade des Martyrs de Kinshasa à partir de ce mois de janvier 2026. La décision est brutale mais motivée par un rapport technique sans appel. La liste des manquements est une humiliation pour notre pays. Des installations sanitaires jugées défectueuses, l'absence d'équipements médicaux adéquats, une aire de jeu non conforme aux normes et, plus grave encore, un manque de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les joueurs et les spectateurs. Alors, une question s'impose et elle dépasse le cadre du sport. Comment notre pays, si passionné de football, peut-il aspirer à jouer un rôle continental majeur si nous sommes incapables d'entretenir notre principale enceinte sportive aux normes internationales? Cette suspension n'est-elle pas le symbole d'un mal plus profond qui touche toutes nos infrastructures publiques, de l'école au stade, minées par la négligence et le manque de maintenance? Terminons ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Passons maintenant au bref du jour. À Kinshasa, l'hôtel de ville déloge les vendeurs anarchiques de Matadi Kibala. Une vaste opération a été menée sur la route nationale 1, sur instruction du gouverneur Daniel Bumba, pour mettre fin à l'occupation illégale des emprises publiques par les vendeurs. L'objectif de cette mesure est triple: renforcer la sécurité routière sur cet axe, souvent endeuillé par des accidents, fluidifier une circulation devenue chaotique et améliorer l'assainissement de la zone. Les vendeurs ont été réorientés vers le marché de Camp PM, jugé plus approprié. En parallèle, la régie d'assainissement de Kinshasa, la RASKIN, a entamé des travaux de curage des caniveaux et d'évacuation des immondices pour restaurer la salubrité de cet axe vital pour la capitale. Les délégations congolaises de la CAN 2025 sont de retour à Kinshasa. La mission d'accompagnement de nos léopards à la CAN 2025 est terminée. Les délégations de supporters, d'animateurs et de journalistes ont regagné Kinshasa ce samedi 10 janvier. Le rapatriement s'est déroulé sans incident majeur, malgré l'annulation d'un vol la veille en raison d'un problème technique sur un appareil. 2 avions de la compagnie Air Congo ont finalement été mobilisés pour assurer le retour de tous. Des responsables présents sur place ont tenu à saluer la gestion du dossier par le ministre des Sports, Didier Boudimbo, pour la célérité avec laquelle une solution a été trouvée, permettant un retour dans de bonnes conditions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué notre pays cette semaine. Une semaine que nous pouvons résumer en 4 points cardinaux qui dessinent les défis de la nation. Il y a d'abord l'urgence éducative, avec des milliers d'enfants dont l'avenir est suspendu à la solidité de leurs écoles. Ensuite, la situation dans l'Est, où la résistance de nos soldats sur le terrain se heurte à la lenteur des processus diplomatiques. Puis, la bataille pour notre monnaie, menée par la Banque centrale face à une spéculation tenace qui fragilise le quotidien de chacun. Et enfin, le défi du salaire minimum, un test crucial pour le pouvoir d'achat et la dignité de millions de nos compatriotes. Pour conclure notre semaine, laissons-nous interpeller par cette parole du poète et homme d'État Aimé Césaire,
qui écrivait « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Cette pensée nous rappelle que la force d'une nation ne réside pas dans ses ressources, mais dans le respect de ce principe fondateur. La sécurité pour nos enfants, la souveraineté sur notre territoire, la dignité pour nos travailleurs. Ruser avec ces principes n'est pas une simple défaillance politique. C'est une trahison envers le peuple congolais qui met en péril l'avenir même de notre nation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Pour approfondir la question des infrastructures, ne manquez pas notre analyse « Kinshasa, la République des démolitions » disponible dans notre rubrique Inside News Review. Vous y comprendrez pourquoi les drames que nous avons décrits ce soir ne sont malheureusement pas des accidents. Que la résilience du peuple congolais continue de nous inspirer tous. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain et vous souhaite une excellente fin de soirée sur Inside News RDC.